Quand j'étais aux États-Unis dans les années 90, beaucoup de gens ne savaient même pas comment prononcer mon nom chinois. Xi? Ixi? 11? Salut, je m'appelle Joe Wong. Je suis un comédien qui a passé la moitié de sa vie en Chine et l'autre aux États-Unis. J'ai vu nos ressemblances et nos différences. À mon avis, nos aînés ont des conditions de vie difficiles aux États-Unis. Ils doivent même se lancer à la course à la présidentielle. J'ai constaté de nombreux changements dans le monde entier, mais surtout en Chine. Quand je suis revenu en Chine, de nombreux endroits étaient méconnaissables. Les changements de ces 50 ou 60 dernières années surpassent ceux survenus sur plusieurs millénaires. La machine peut servir 850 plats à l'heure. Une énergie débordante, un foisonnement d'opportunités. Parfois, je me sens émue. Je m'assois avec eux et je suis émue. On n'aurait jamais cru mener ce genre de vie. Une bonne manière de comprendre ces changements, c'est à travers l'une de nos obsessions nationales. Je ne connaissais pas ce stéréotype qui dit que les Chinois excellent dans les maths. Mais à y réfléchir, les Chinois sont vraiment habiles avec les nombres. Un voyage commence souvent par 3, 2, 1, c'est parti. Ce voyage en Chine commence par 318. La nationale 318 relie Shanghai au Népal, la terre natale de Bouddha. En Chine, cette autoroute atteint littéralement de nouveaux sommets. La nationale 318 est un symbole de la manière dont les infrastructures changent des vies. Elle achemine des produits à un marché en expansion et transporte les touristes vers les régions les plus sauvages et les plus spectaculaires du pays. Jusqu'à ces dernières années, ces infrastructures sont en constante évolution. Et la meilleure manière de comprendre les changements qu'elles apportent est le nombre 318. Un proverbe chinois dit « Pour faire fortune, construisez une route ». Le collège dans lequel j'étudiais avait décidé de construire une route. Il nous a fallu 2 mois pour la terminer. Plus tard, on m'a demandé « Il faisait travailler des enfants ?» J'ai répondu « Mais non, nous n'étions pas payés ». Construire des routes comme la 318, la plus longue autoroute de Chine, a rendu les vies de beaucoup de gens bien meilleures que la mienne, en apportant des opportunités à des entreprises rurales uniques. Qui pourrait croire qu'ici, 40 millions de personnes travaillent à la cueillette de champignons. Plusieurs centaines d'espèces de champignons comestibles poussent en Chine, jouant un rôle majeur dans la médecine et la cuisine. Et bien que celui-ci soit plus connu par son nom japonais, 75% de la production mondiale de champignons matsutake provient de Chine. La première fois que je suis parti chercher des matsutake, je n'en ai pas trouvé, pas un seul. Quand je voyais la cueillette de mon frère et de ses amis, j'étais très impressionné. Le matsutake est aussi connu sous le nom de roi des champignons. Il est vraiment délicieux, on peut le manger cru, comme ça. Le matsutake pousse uniquement en haute altitude, par exemple sur le plateau du Qinghai Xizang. Et il n'est pas facile de les cueillir et de les acheminer dans les restaurants chics des grandes villes. Je m'appelle Selan, je vis dans le comté de Daochang. Notre principale source de revenus, c'est le matsutake, ce cadeau de la nature. Autrefois, vendre nos récoltes en dehors du comté était presque impossible. Le transport était trop peu développé. Il fallait prendre le bus. Le temps qu'on arrive au point de vente, les champignons n'étaient plus frais, ils étaient fripés, ils n'avaient plus une couleur appétissante. Alors, on ne pouvait pas les vendre à un bon prix. Mais de nos jours, tout a changé. Il fait mauvais aujourd'hui. Je n'ai pu ramasser qu'1,5 kg ou 2 kilos. Maintenant, je vais les envoyer à Shanghai. À présent, les systèmes de livraison, le fret aérien, tout est bien développé. On peut envoyer nos produits par avion pour garantir une fraîcheur optimale à nos clients. Le développement des réseaux de transport a toujours été au centre des politiques des collectivités locales en Chine. Plutôt que verser des aides sociales, la Chine identifie des poches de pauvreté et crée des opportunités pour que les habitants génèrent leur propre prospérité. Et cela nécessite des infrastructures. En Chine, les zones reculées font encore face à de nombreux défis, mais les nouvelles routes sont un point de départ pour leur permettre de sortir de la pauvreté par le commerce.
Nous sommes ici dans le village du Matsutake, comté de Yajiang, de la préfecture de Ganzhou, dans le Sichuan. Nous y avons construit le plus grand parc industriel du Matsutake en Chine. De nos jours, avec l'expansion de la nationale 318, les transports se sont grandement améliorés. La vente de ces champignons aux 4 coins du pays a créé de nombreux emplois qui aident les habitants locaux à bénéficier de ce nouveau commerce. Certains peuvent se former dans le domaine de l'industrie. D'autres peuvent développer le tourisme ou encore se lancer dans la culture de champignons. L'emploi appelle l'emploi. Et tout ça crée un écosystème qui permet de sortir de la pauvreté. Nous avons besoin de manutentionnaires, de chaudronniers, de soudeurs, d'ouvriers pour la découpe des champignons. Dans ces différentes spécialisations, nous avons créé de nouveaux emplois et formé plus de 260 ouvriers. Une trentaine de foyers pauvres ont été impliqués. En offrant une voie pour vendre les produits, la route a rendu possible ce genre de projet. Quel que soit le temps, il y a du travail. Autrefois, il n'y avait pas d'usine. Maintenant, s'il pleut, on a des choses à faire. S'il fait beau, on a aussi des choses à faire. Je me sens très lié à cette route 318. Elle représente une voie économique pour moi et je peux dire qu'elle a changé ma vie tout entière. Quand j'étais petit, je crois que je n'avais jamais vu de voiture. Mais je rêvais quand même de conduire un de ces merveilleux véhicules à 4 roues. Je suppose que ce désir de voyage pour explorer le monde est profondément ancré dans la nature humaine. Je n'ai pas eu le brevet. Henry Ford m'a grillé la priorité. Mais l'industrie automobile en Chine connaît une rapide évolution. Bien que la nationale 318 dans le Sichuan ait été construite de manière traditionnelle, la Chine investit considérablement dans le réseau routier connecté pour les voitures de demain. Xiaowei, Oui, monsieur. je vais à la Perle de l'Orient. Dans les grandes villes comme Shanghai, on peut déjà apercevoir la nouvelle génération de voitures électriques intelligentes du futur. Avec les voitures à essence, on doit en même temps conduire et contrôler manuellement les commandes. Mais pour conduire cette voiture, je n'ai qu'à lui dire ce que je veux qu'elle fasse. Veuillez choisir un itinéraire. Le premier. Itinéraire 1 choisi. Bien sûr, la plupart des Chinois ne possèdent pas leur propre voiture, sans parler d'une voiture électrique. Mais une chose est sûre, les voitures se transforment rapidement. Et cette révolution connectée nécessite de nouvelles infrastructures connectées. Les véhicules électriques nécessitent un maillage dense à l'échelle nationale de stations de recharge rapide. Et les voitures autonomes ont besoin de la technologie 5G. Une large bande passante et une vitesse de connexion ultra rapide sont cruciales pour rendre les véhicules autonomes réactifs et sûrs. Shanghai est également le point de départ du plus long réseau Internet quantique au monde. Il permet actuellement aux banques d'envoyer des données à Beijing via un câble de fibre optique virtuellement inviolable. Cette technologie pourrait un jour permettre aux véhicules autonomes d'être eux aussi complètement protégés contre le risque de piratage. Nous devrions faire davantage de choses de manière quantique, par exemple le shopping quantique. Vous savez, ainsi je pourrais rester à la maison, me détendre et en même temps faire les courses avec ma femme. Elle a l'habitude de me traîner dans les cabines d'essayage pour que je donne mon avis. Et tu es très sexy comme ça, cette robe te va très bien. Et elle est là. Hey Joe, je suis dans la cabine d'à côté. La nouvelle révolution des infrastructures numériques propulsera le nouveau monde des voitures électriques et autonomes. Mais ce n'est pas une voie à sens unique. Nous savons déjà que les voitures électriques nécessitent de nouvelles infrastructures, mais il s'avère qu'elles peuvent à leur tour devenir des infrastructures, en branchant leurs batteries sur le réseau électrique national. En fait, les voitures électriques inutilisées peuvent être connectées au réseau électrique national pour servir de réserve d'électricité et fournir de l'électricité à la demande aux foyers et aux entreprises. En Chine, c'est la nuit que l'électricité est souvent la moins chère. Par exemple, dans certaines régions, après 22 ou 23 heures, l'électricité peut coûter seulement 0,3 yuan. Mais pendant la journée, ou quand les gens rentrent chez eux vers 18 heures, tous les appareils électriques sont allumés. La demande en électricité est élevée. Maintenant, nous pouvons utiliser des stations de recharge spécifiques pour renvoyer l'électricité depuis la voiture vers le réseau électrique. Je trouve ça extraordinaire que nos véhicules puissent se charger au réseau national.
Non seulement ça permet d'aider l'environnement en conduisant une voiture zéro émission, mais on peut également contribuer activement à l'écologie. Et ce point est très important dans la mesure où la Chine s'est fixée pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Chaque petit geste compte. Les talents d'ingénierie des anciens Chinois paraissent aujourd'hui insondables. Comment ont-ils pu construire la cité interdite sans clous ni vis? C'est une question que je me suis déjà posée en me retrouvant face à une pile de planches et de vis, à savoir une table Ikea. Je pense que le mot d'infrastructure était autrefois associé aux pays occidentaux. En voyageant dans ces pays, on voyait de belles routes. On pouvait sentir une impression de bien-être, c'est très important. Sans infrastructure, accomplir quoi que ce soit devient très compliqué. Comme faire des affaires, voyager ou profiter de la vie. Le delta du Yangtze est l'un des succès les plus célèbres de Chine. La prospérité amenée par les infrastructures. Mais d'une certaine manière, pour se faire l'avocat du diable, on pourrait dire qu'il est victime de son propre succès. L'autoroute Shanghai-Nanjing est désormais une autoroute à 8 voies, avec un trafic quotidien très dense. Près de 100 000 véhicules parcourent chaque jour les seulement 300 km du tronçon entre Shanghai et Nanjing. Cette région du pays est célèbre pour ses grands lacs d'eau douce. Alors, pour éviter de construire de longues routes ou des ponts qui nuiraient à l'environnement ou qui détruiraient cette ressource naturelle vitale, une autoroute est construite sous la route. Une fois achevé, le tunnel du lac Tai constituera une seconde route entre Shanghai et Nanjing, permettant de désengorger l'autoroute Shanghai-Nanjing. Je m'appelle Wang Haoping, je viens de Liyang, dans la province du Jiangsu. Quand j'ai été intégré à ce projet, j'ai été très impressionné par la beauté du lac Tai. Je pense que la construction d'un si grand ouvrage dans cet environnement si beau, c'est un projet plein de sens. Pourtant, ce projet est une histoire faite de nombreux défis pour Wang et son équipe. Le limon du lit du lac s'est révélé être très profond. Alors ils ont dû adapter le design de tunnel et stabiliser ses fondations pour assurer la sécurité parfaite de ces 11 km souterrains. En pleine saison des typhons, quand le niveau du lac est très élevé, le tunnel a passé tous les tests avec succès. J'ai participé à de nombreux projets, mais le tunnel du lac Tai est le plus grand auquel j'ai contribué à ce jour. Ça peut être le plus grand de toute ma vie. Les projets d'infrastructure laissent généralement une empreinte importante sur l'environnement. L'un des plus grands défis à relever par Wang est donc de minimiser autant que possible l'impact environnemental de ce gigantesque tunnel sous le lac Tai. Pendant la construction, les pales planches en acier ont été enfoncées à l'aide d'équipements silencieux pour réduire le bruit au minimum, diminuant ainsi l'impact sur les résidents locaux. Nous avons également concentré nos efforts sur la protection environnementale. Nous avons relâché un total de 63 tonnes d'alevins en 2 phases pour maintenir la biodiversité du lac Tai. Ça doit être une merveilleuse expérience de conduire dans le tunnel en pensant à ces délicieux poissons au-dessus de nos têtes. Poissons. Les générations post-80 sont chanceuses. Je me sens très fier d'avoir personnellement collaboré à ce projet. Peut-être qu'à l'avenir, je pourrais dire à mes enfants que j'ai participé à la construction de ce grand tunnel et que j'ai apporté ma contribution à la mère patrie. Cela me rend très fier, oui. De nos jours, de plus en plus de Chinois peuvent se permettre de voyager. Parmi les conducteurs qui emprunteront ce tunnel, nombre d'entre eux seront des touristes. Pour la plupart des gens qui partent en vacances, les aéroports ne sont qu'un point de départ. Mais l'aéroport de Daxing est si éblouissant qu'il est une destination pour de nombreux visiteurs. Mais l'expertise en ingénierie de la Chine permet aussi de transporter des visiteurs jusque dans les régions les plus préservées, les plus sauvages et les plus belles du pays. Par exemple, jusqu'à la réserve naturelle de Daochang, Yading, sur le plateau du Qinghai Xizang, décrite comme la dernière terre pure de notre planète bleue.
La Chine est un vaste pays riche en ressources. La région de Ganzhou est la plus grande région en termes de superficie dans la province du Sichuan. Mais les transports n'y sont pas développés. Avant, sans aéroport, il fallait 2, voire même 3 jours de route entre Daocheng et Chengdu. Certains ouvrages civils extraordinaires ont rendu la région accessible aux voyageurs passionnés d'aventures de plus en plus nombreux en Chine. C'est le plus haut aéroport commercial du monde. Depuis que l'aéroport a été construit, le temps de voyage a été réduit à 55 minutes. Alors si les touristes veulent venir visiter cette dernière terre pure, ils peuvent le faire par les airs. Cet aéroport est vraiment remarquable parce qu'il est situé à plus de 4000 mètres d'altitude. C'est près de la moitié de l'altitude de vol. Alors, le décollage et l'atterrissage doivent être plus faciles, pas vrai? L'avion est peut-être déjà à la moitié de son altitude de croisière au moment où il décolle, mais permettre aux gens de visiter le toit du monde a constitué un immense défi d'ingénierie. L'air est plus rare, ce qui diminue sa portance. Comparée aux plaines, elle est légèrement réduite. Cette réduction entraîne une vitesse au sol plus élevée pour l'avion lors de l'atterrissage. Notre piste est plus longue ici. Habituellement, à des endroits comme Chengdu, la piste ne fait que 3000 mètres. Et ici, elle fait 4200 mètres. Cela permet à l'avion de disposer d'une longueur de piste suffisante pour réduire sa vitesse pendant le roulement et éviter de dépasser la piste. Cet aéroport est un autre exemple de génie civil, donnant aux Chinois des villes l'occasion d'accéder aux merveilles naturelles du pays. Les infrastructures offrent aussi un accès aux anciennes traditions culturelles de Chine. À ma grande surprise, la moto est devenue très populaire maintenant. Je n'aurais pas imaginé que cette tendance arriverait en Chine. Je n'en ai moi-même jamais fait. La moto est un symbole de liberté, d'aventure et d'amusement. Les Chinois croient en la destinée et aspirent à la liberté. La Nationale 318 leur a offert un nouveau monde et de nouvelles possibilités. Ici, la Nationale 318 traverse des paysages spectaculaires. Elle traverse des montagnes enneigées, des prairies, des lacs et des forêts. C'est un endroit que de nombreux Chinois comme moi aimeraient visiter pour se sentir à nouveau connectés à la beauté de notre pays. Mais plusieurs tronçons de la 318 n'étaient pas praticables jusqu'à récemment. Avant la construction du tunnel sous le mont Harlang, il fallait une journée entière pour traverser la montagne. Maintenant, ça ne prend qu'une dizaine de minutes. Des avancées telles que le tunnel du mont Harlang ont fait d'une route fastidieuse un véritable plaisir et ont ouvert cette région du pays aux aventuriers sur 2 roues. Deng a réussi à faire de son amour de la route un commerce profitable. Après l'ouverture de la route, l'industrie du tourisme a connu un véritable essor. Maintenant, tout le monde veut venir ici. Entrez vite, entrez vite! Venez vous asseoir un peu. Il y a des chambres à l'étage et le parking gratuit. J'envie vraiment ce genre de vie. Il a réussi à transformer sa passion en carrière. Un vieux proverbe anglais dit « Choisis une profession que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Il est un excellent exemple de ce principe. Et s'il a pu accomplir cela, c'est grâce aux infrastructures développées par la Chine depuis des années. Ok. Avant la construction de ce pont, les motos devaient emprunter ce pont là-bas. Ce vieux pont a fait remonter des souvenirs de mon enfance quand je devais traverser une rivière pour aller à l'école. Les jours de grand vent, le pont se balançait très fort, comme ça. La Nationale 318 est très célèbre dans notre cercle de motocyclistes. Ils sont nombreux à vouloir la parcourir. On peut admirer les beautés des paysages de la Chine et rencontrer toutes sortes de gens. Pour moi, c'est un voyage intérieur, de découverte personnelle, comme celui d'un moine ascète.
Qui dit qu'il faut souffrir, méditer et lutter pour atteindre le nirvana? Il suffit de prendre la route 318. La route apporte des touristes et ouvre toutes sortes d'opportunités pour améliorer la qualité de vie des habitants locaux. Le cueilleur de champignons Solang est aussi chauffeur de taxi pour les touristes. Mais la nouvelle prospérité économique de son village lui apporte également une prospérité spirituelle et culturelle. En grandissant, je pensais qu'il fallait aller vivre dans les grandes villes pour faire de l'argent. Maintenant, tout a changé. Les Tanka ont un statut très élevé dans l'esprit des habitants du Xizang parce qu'ils sont liés à Bouddha. J'ai appris lentement et patiemment auprès de mon maître. Si notre génération n'apprend pas et que la suivante n'apprend pas non plus, alors cet art disparaîtra lentement et en même temps cet aspect tout entier de notre culture. Nous devons préserver notre culture et la transmettre de génération en génération. Quand les gens quittent leur foyer pour trouver du travail, les traditions se perdent facilement. Maintenant, au contraire, nos traditions se répandent peu à peu dans tout le pays. La première fois que j'ai vu des tankas, c'était à Beijing, à des milliers de kilomètres d'ici. Un de mes amis apprenait justement cet art. Avec le développement des transports, non seulement cet art ancien ne meurt pas, mais en plus, il se diffuse plus largement. Avec le développement économique de notre région, partir en ville n'est plus notre seul moyen de trouver du travail. Aujourd'hui, nous avons ici des ressources et des opportunités. Et si vous avez de l'ambition, vous avez le potentiel pour vous développer. Ici, je peux rester avec mes parents, rester proche de mes amis et de ma famille. Ce plateau où j'ai grandi est le meilleur endroit pour moi et c'est pour ça que je ne peux pas partir. Depuis mon enfance, les infrastructures ont révolutionné la vie des Chinois. Et maintenant, une nouvelle génération d'innovation en ingénierie prépare une nouvelle révolution. Mais quand on dit « pour faire fortune, construisez une route », on ne parle pas simplement d'argent. Les Chinois, bien sûr, se sont enrichis financièrement, mais aussi dans bien d'autres aspects de leur vie.